Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, les premières des fêtes de fin d'année, nous souvent en famille, et on va parler aujourd'hui de stratégie dividende aristocrate. Cette vidéo fait la suite de la vidéo qui a déjà été faite sur le sujet, on va aller analyser d'autres sociétés. Je vous mets le lien vers la première vidéo qui a été faite avec ce style dividende aristocrate si vous ne l'avez pas vu. L'analyse fondamentale que nous ferons se fera toujours selon les 8 critères qui sont sur la gauche, tout d'abord les 5 critères essentiels et aussi avec les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous renvoie également vers la vidéo qui détaille tous ces critères si vous ne les connaissez pas pour le moment. Mais nous allons faire tout de suite un rappel du style dividende aristocrate, et donc une stratégie que vous pouvez forger sur ce style dividende aristocrate, et ensuite nous allons voir les 8 sociétés suivantes dans la liste des dividendes aristocrates, puisque je les ai classés, je vous le rappelle, par ordre décroissant de performance sur 5 ans. Mais avant tout ça, parlons de stratégie dividende aristocrate. Dans cette stratégie, 3 critères sont définis pour dire que c'est un dividende aristocrate. Il faut que l'entreprise, la société, elle ait depuis 25 ans au moins augmenté son dividende, année après année, sans aucune erreur, sans aucune coupure de ce dividende. Du côté européen, on voit différentes choses passer. Généralement, on prend 10 ans plutôt que 25 ans, sinon il y aurait vraiment très peu de sociétés. Déjà qu'avec 10 ans, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc du côté des sociétés en euros, on prend plutôt 10 ans. Et ça va même jusqu'à la hausse, si c'est exactement le même montant d'une année sur l'autre, ça passe aussi. Donc vous verrez qu'on sera un peu plus malléable sur les sociétés européennes, mais cela reste dans l'idée 25 ans de dividendes en hausse. Mais il y a un deuxième critère qui s'ajoute pour les dividendes aristocrates, il faut que ce soit des sociétés dont le titre au niveau des actions, il y ait 5 millions de volumes d'échanges par jour. Alors tout ça, comme c'est mis à jour tous les trimestres, c'est vérifié tous les trimestres, c'est une moyenne de volume d'échange, mais en tout cas, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité. Un troisième critère vient s'ajouter à ça, et ce troisième critère, lui, il concerne la capitalisation boursière. Il faut que ces sociétés soient supérieures à 3 milliards de dollars, donc des grosses sociétés bien implantées. Donc tout ça, bien sûr, pour les sociétés du côté européen, vous les convertissez dans la monnaie du pays en Europe. Et après, bien sûr, il vient s'ajouter le quatrième critère, mais que je n'indique pas ici, en fonction quand on dit que c'est des dividendes aristocrates du SP500 par exemple, il faut que ce soit dans une entreprise du SP500, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a forcément des avantages sur cette stratégie, du moins une stratégie, on parle de stratégie, mais c'est un style global, puisque la stratégie, c'est bien votre stratégie, elle sera propre et unique, et c'est vous qui la déterminez. Cette stratégie, concernant les dividendes, ça vous permet d'avoir une rente. Mais contrairement à une stratégie à fort dividende, par exemple, et je vous renvoie vers la vidéo concernant les forts dividendes, même vers les 2 vidéos, si vous ne les avez pas vues, et qui détaillent ces stratégies, et qui fait l'analyse fondamentale d'actions concernant les forts dividendes, là, on va avoir une rente, mais plus à long terme. C'est-à-dire que, généralement, les pourcentages, ils ne vont pas forcément être forts. Ils peuvent, pourquoi pas, si on trouve une stratégie qui fait les deux, qui augmente ses dividendes, et qui est une grosse société bien solide, qui a des volumes d'échange importants, et qui a un très fort rendement, ça donne une stratégie à fort dividende et dividende aristocrate. Mais généralement, c'est quand même des sociétés où le dividende, il est moindre au niveau rendement, mais par contre, il augmente au fur et à mesure. Donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'avoir une rente, pas forcément tout de suite, mais sur le long terme. De la même façon, en fonction de votre objectif, et c'est là où on commence déjà à avoir des choix, si vous voulez la rente tout de suite, vous allez plutôt vous tourner vers des sociétés dividendes aristocrates qui vont faire un dividende plus ou moins fort quand même. Si vous vous en fichez en tout cas, ou que vous voulez juste garder la société à plus long terme et avoir une rente plus tard, vous allez prendre, pourquoi pas, des sociétés qui ont plutôt un peu plus de croissance et versent des dividendes, un rendement en tout cas, un peu plus faible. Et vous allez profiter de cette évolution dividende année après année, vous tout en ayant juste votre action de base, mais un dividende qui augmente, par exemple, s'il augmente de 5% par an, au bout de 10 ans, vous n'avez plus du tout la même somme d'argent qui tombe, pour pourtant la même somme d'argent immobilisée au départ, investie au départ.
Il y a d'autres avantages. Bien sûr, c'est une stratégie à dividende, et ça dans toutes les stratégies à dividende, vous pouvez réinvestir sans vendre. Et vous pouvez réinvestir pas forcément sur votre action. C'est une possibilité, mais vous pouvez aussi vous dire j'ai un panier d'actions dividende aristocrate, et ben, je vais aller jouer en fonction de ces actions-là, laquelle va moins bien, laquelle va mieux, et c'est là où je vais aller réinvestir. C'est tout ça que vous pouvez aller faire. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vendre des actions et de faire des plus-values pour bénéficier de cette rente. Et après, bah, pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de réinvestir au bout d'un moment dans votre stratégie, c'est à définir aussi. Est-ce que l'argent, vous l'utilisez de votre côté? Une liquidité importante, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais comme on a 5 millions de volume échangé minimum par jour, eh bien ça fait des titres qui sont très liquides, et c'est-à-dire des titres qui sont très faciles à revendre, et aussi souvent des titres où le spread, donc l'écart entre dans le carnet d'ordre les vendeurs et les acheteurs, va être très faible. La volatilité, elle est souvent plus faible sur ces sociétés aussi. Ce sont des grosses sociétés avec beaucoup de liquidités, beaucoup de volume d'échange, et ce sont des sociétés avec des grosses capitalisations boursières qui sont là depuis au moins 25 ans en train de verser des dividendes, donc qui sont bien implantées. Et généralement, ce qu'on constate par rapport à la moyenne, on va dire, du marché, alors le marché sera à définir, hein, ça dépend beaucoup de ce qu'on prend, mais globalement, par rapport à la moyenne de toutes les actions qui sont autour, peu importe le pays, eh bien, on a une volatilité plus faible, donc ça peut être intéressant pour un investisseur de moins avoir son portefeuille qui fait des hauts, des bas, tout ça c'est pareil, c'est à vous de voir, mais ça peut être clairement un avantage. Et enfin, avec tout ça, avec tous les critères que l'on vient de donner, avec tous les avantages que je viens de donner, nous sommes sur des sociétés solides, en bonne santé financière, parce qu'elles ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant 25 ans. Donc il va falloir quand même faire attention, mais généralement, ces grosses sociétés avec des grosses capitalisations boursières, etc., sont de bonnes sociétés sur lesquelles vous avez quand même un risque un peu plus faible. Il y a toujours des inconvénients dans une stratégie. Et le premier, je parlerai de la pérennité du dividende. Effectivement, pour qu'une société reste dans les dividendes aristocrates, il faut absolument qu'elle augmente son dividende année après année. Elle n'a pas le choix. Donc à partir du moment où elle a décidé d'un montant du dividende, l'année suivante, elle est obligée de le payer. Peu importe ce qui se passe. Crise, pas crise, financière, quelque chose comme le Covid avec une pandémie. Voilà, sinon elle perd son statut. Donc il faut faire attention à quelle est la stratégie de la société. Est-ce qu'elle cherche absolument à rester dans ses dividendes aristocrates, quitte à mettre en danger sa santé financière? Et c'est là où il faut donc faire attention à cette pérennité du dividende. Associé à ça, il y a la capacité de versement du dividende. C'est-à-dire qu'effectivement, si la société elle décide dans sa stratégie et qu'elle veut absolument rester dividende aristocrate, ben, il faut faire attention à ce versement de dividendes, et notamment au dernier critère qui est le critère de la distribution ici, du ratio de distribution, que la société, ben, au fur et à mesure, certes, elle augmente son dividende, mais si le ratio de distribution, lui, il n'arrête pas d'augmenter et qu'au bout d'un moment, elle passe en endettement année après année, ben, clairement, cette capacité de versement du dividende, ça ne va pas faire long feu derrière. Donc, il faut se méfier aussi. Il y a un troisième risque que l'on peut noter, c'est la performance et le cours de bourse. Il faut faire également attention à ça. Vous avez investi à une première année, une année A, pour bénéficier de ces dividendes qui vont augmenter pendant 25 ans, mais si la performance et le cours de bourse de la même société, bien implantée depuis des années, n'arrête pas de chuter, est en tendance baissière depuis 25 ans, eh bien vous n'avez rien gagné, voire vous avez perdu en fonction du pourcentage du rendement et du pourcentage de la baisse du cours de bourse. Donc nécessairement, il faut faire attention à ça aussi. Par rapport à une stratégie à fort dividende, généralement, on est quand même sur des performances et des cours de bourse qui vont mieux. Il y a quand même moindre risque de ce côté-là. Mais il faut toujours faire attention. Il y a des sociétés où, si on regarde sur 5 ans, ça baisse. C'est clairement. Et du coup, associé à tout ça, ça va un peu dans tout, hein, dans tous les inconvénients ici de la stratégie, c'est la perte du statut dividende aristocrate de la société. Si la société ne peut plus verser ce dividende en hausse, ou si elle décide de le couper, par exemple ça s'est vu beaucoup en Europe avec la pandémie, avec les demandes européennes, etc.,
par exemple les bancaires et d'autres sociétés où la France a demandé à ces sociétés de ne pas verser de dividendes par exemple. La perte du statut peut être là. Et dans ce cas-là, votre société, elle sort forcément de votre stratégie dividende aristocrate. Elle peut rester dans votre portefeuille, dans une stratégie plus globale dividende. C'est bien pour ça que je dis que c'est à vous de définir votre stratégie. Mais cette société ne sera plus dans cette liste. Néanmoins, cette liste, elle est assez peu mouvante. Il y a quelques entrées, à chaque fois que c'est mis à jour, il y a quelques entrées, quelques sorties, mais ça reste assez peu. Aujourd'hui, dans la liste, nous avons environ 65 entreprises du côté des États-Unis et 35 du côté de l'Europe. Beaucoup de choix à faire dans ce style de décision. Toujours, est-ce que vous faites du dollar cost averaging sur ces sociétés, avec des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, en prenant des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, et comme ça vous augmentez votre investissement et vous faites en sorte, par exemple, de réinvestir vos dividendes au fur et à mesure pour avoir les intérêts composés qui jouent en votre faveur et avoir de plus en plus de dividendes et de rentes. Ça, c'est à vous de le décider. Avec une volatilité plus faible, un DCA peut vous amener au fur et à mesure à avoir un prix moyen, mais qui ne sera pas le prix idéal, c'est comme si vous aviez fait all-in, mais avec des moindres risques. Mais vous pouvez jouer aussi sur le timing. Vous pouvez aussi décider d'avoir un portefeuille d'actions de dividendes aristocrates, quelques sociétés que vous suivez par exemple, et comme je vous l'ai dit, plutôt que de réinvestir directement sur l'action qui vous a versé le dividende, allez jouer des timings sur les actions qui sont un peu plus décotées pendant une période ou des choses comme ça, selon des critères que vous aurez définis. Et vous avez la possibilité de définir également votre durée d'investissement. Est-ce que vous gardez ces actions à vie pour toucher les rentes? Est-ce que les rentes, vous les prenez pour vous et à partir de combien d'années? Qu'est-ce que vous faites au niveau de ces actions? Est-ce que vous restez 5 ans et puis vous pouvez choisir de changer d'action selon des critères qui vous sont propres? Qu'est-ce que vous faites également si la société sort du statut dividende aristocrate? Qu'est-ce que vous faites si une société rentre dans le statut dividende aristocrate? Plein de choix qui sont à faire ici. Et donc plein de critères d'achat-vente à faire, je vous le rappelle. Puisque si vous me dites vous gardez les actions à vie, c'est toujours la même chose. Pensez à votre héritage, du coup pour ces actions à vie, et pensez à pourquoi vous les gardez à vie. C'est-à-dire que sur des sociétés, sur des stratégies comme ça et des sociétés qui versent des dividendes, vous pouvez effectivement vous faire des rentes, et puis si ça augmente votre patrimoine, ça sera très bien pour vos proches lorsque votre décès arrivera malheureusement. Mais tout ça, ce sont plein de critères d'achat-vente que vous décidez. De la même façon, il ne faudrait pas que la société, et c'est pour ça que vous pouvez avoir ça, la société soit en croissance au fur et à mesure des années, puis au bout d'un moment, eh bien, ce cours de bourse se retourne pour avoir une tendance baissière pendant le même nombre d'années et revenir à son point de départ. Ça serait quand même dommage si ce n'était pas dans votre stratégie d'achat-vente et que vous ne vous êtes pas débarrassé de cette société. Donc tout est possible à ce niveau-là. De la même façon, votre choix aussi de diversification. Là, nous allons voir des sociétés qui sont uniquement dans cette stratégie dividende aristocrate, mais votre allocation globale de portefeuille, de savoir est-ce que vous êtes que sur ces sociétés-là, est-ce que vous êtes un peu sur des sociétés comme ça, un peu sur des sociétés à fort dividende, un peu sur des sociétés à croissance, un peu sur des sociétés à value, des sociétés pour la stratégie momentum, etc. Et quel est le pourcentage pour chacune des sociétés de votre allocation, de votre investissement? Voilà, tout ça, c'est à vous de définir. Et de la même façon, concernant la diversification, quel secteur vous allez jouer avec ces sociétés dividendes aristocrates et combien de sociétés? Tout ça peut être défini et doit être défini. Et enfin également, on a parlé Europe, États-Unis, est-ce que vous faites cette stratégie dans un PEA, est-ce que vous faites cette stratégie dans un CTO, est-ce que vous faites un peu des deux? Tout ça, c'est à vous de le définir dans votre stratégie. Et enfin, bien sûr, nous finissons toujours par quelle est la sélection d'actions ou d'ETF, je vous rappelle, tout ça peut être fait par des trackers, il y a des trackers qui vont aller s'appeler dividendes aristocrates. Toujours regarder la composition de ces trackers pour vérifier qu'elle vous convient et que la proportion de chacune des sociétés, même si elle va changer au cours du temps, vous convient également. Mais vous pouvez aller faire une stratégie comme celle-là sur des trackers, sur des ETF, sur des trackers passifs.
et faire une stratégie complètement passive plutôt que du stock picking, donc de choix d'actions. Et sinon, sur quels critères basez-vous votre sélection d'actions? Et c'est là où nous allons aller ensemble voir cela, puisque premier critère qui est obligatoire, c'est celui de la hausse du dividende. Il va forcément être en vert par rapport à nos 8 critères. Comme je vous l'ai dit en Europe, il peut être en vert clair, éventuellement. Mais sinon, nous allons chercher à ce qu'il soit en vert dans la sélection d'actions. Mais comme d'habitude, je vais essayer de pas seulement me dire oh, c'est bon, il est en vert et donc du coup je vous fais toute la liste des dividendes aristocrates. Je voulais quand même trier pour essayer de vous présenter celles qui pourraient être les plus intéressantes, mais qui restent dans tous les cas à analyser de manière fondamentale et objective. La deuxième chose, et vous le comprenez, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai pris uniquement des sociétés dont le cours de bourse, donc l'évolution du cours de bourse au niveau critère, est en vert également. Et donc des sociétés qui sur 5 ans et sur 3 ans sont en augmentation de plus de 5% par an. Et vous allez voir qu'on en trouve un sacré paquet parmi ces sociétés solides en bonne santé financière. Et en plus de ça, je rajoute le fait que les sociétés que je vais vous présenter, et je vais commencer par 8 sociétés aujourd'hui dans cette vidéo, mais il y aura d'autres vidéos avec la suite de la liste, je vais les prendre à la fois du côté européen, à la fois du côté américain, mais par ordre décroissant de leur performance sur 5 ans. Alors de la performance, je l'ai pris à une date donnée, pour l'instant, je ferai des mises à jour. Et pour commencer l'analyse des 8 sociétés dont nous allons faire l'analyse fondamentale aujourd'hui, nous commençons du côté de l'Europe, il y en aura plusieurs du côté de l'Europe, et du côté de l'Angleterre plus précisément, et c'est avec la société Alma, ou Alma PLC, que nous allons commencer. Nous n'avons pas encore vu cette société, donc nous allons faire l'analyse complète de suite. Alma PLC est une société très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1894 et emploie plus de 7000 personnes actuellement. C'est une société qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sécurité. Le chiffre d'affaires en famille de produits, la répartition est la suivante: les capteurs de surveillance et d'infrastructures pour environ un tiers des activités, les équipements de santé pour un peu moins d'un tiers, des équipements d'analyse environnementale pour encore un petit peu moins, et là on passe à moins d'un quart, et pour le reste, à 14,3%, nous avons tout ce qui est équipement de sécurité industrielle. Tout ça peut être vu plus en détail puisque la société Alma comporte plein d'autres sociétés, et donc du coup vous voyez tout ce qui est sécurité ici, avec ici pour les ascenseurs, pour le feu, la suppression du feu, pour les véhicules, pour la détection de feu, avec là plein de sociétés pour la détection de feu. Vous voyez ici du transfert et du stockage, pour la sécurité encore, tout ce qui est contrôle d'accès au niveau industriel. On passe ici du côté environnemental et analysis, donc avec de l'analyse, et nous avons du monitoring qui est fait sur l'environnement, donc de la détection de gaz, de l'analyse optique, de l'analyse et du traitement de l'eau, avec beaucoup de sociétés ici aussi. Du côté médical, vous voyez, il y a tout ce qui est sciences de la vie, il y a tout ce qui est, alors là, il y a beaucoup de choses sur le côté santé, et vous avez des solutions thérapeutiques avec là aussi d'autres sociétés. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, eh bien vous la voyez, du côté du Royaume-Uni il y a quand même 16%, du côté du reste de l'Europe un peu plus avec une vingtaine de pourcents, beaucoup du côté des États-Unis plus d'un tiers. On retrouve aussi l'Asie-Pacifique, l'Afrique, Proche-Moyen-Orient et aussi quelques autres, donc une répartition bien faite. Une société qui est implantée depuis très longtemps, un peu partout, sur différents secteurs, vous voyez 4 grands secteurs, 4 ou 3 selon le site, et donc du vert pour le côté business sans aucun problème. Côté capitalisation boursière, le deuxième critère, la capitalisation boursière, elle est de 11,93 milliards de livres sterling, même si nous passons en euros, ça augmente encore un peu. Dans tous les cas, c'est une capitalisation qui est largement supérieure à 500 milliards d'euros ou de livres sterling, et donc c'est une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le troisième critère, c'est sans appel l'évolution du résultat net qui est en jaune sur le graphique. Et bien vous voyez, année après année, on voit ici les pourcentages qui comparent année après année, et tout est en vert, donc c'est une augmentation année après année sans discontinuer, même si en 2021 il y a eu une petite baisse du chiffre d'affaires qui est en vert.
Nous regardons surtout le résultat net et donc un troisième critère que nous mettons en vert. L'évolution du cours de bourse, ça vous le savez, je regarde cette évolution sur 5 ans et sur 5 ans, nous avons ici plus de 250%, 250,08% d'augmentation, donc une très forte augmentation, c'est un plus de x3 sur un investissement qui aurait été fait il y a 5 ans. Et sur 3 ans, nous avons encore 133,78% de hausse, encore une forte augmentation, un quatrième critère que nous mettons donc en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est ici à 45,47. C'est un PER qui est donc très élevé, au-delà de 35, zone que nous mettons en rouge. Côté dividende, tout d'abord le premier critère sur les dividendes, l'augmentation de ce dividende. Donc vu que c'est une dividende aristocrate et que nous sommes en Europe, c'est minimum 10 ans sans interruption et en augmentation. Là vous voyez que c'est 21 ans qui est indiqué ici, même si l'historique va moins loin. Ne vous inquiétez pas sur le... Ici, effectivement, tout n'est pas en augmentation, mais je vous rappelle que ici, ça fait l'accumulation entre ce qui est régulier comme dividende, la part régulière, et la part, on va dire, plus ponctuelle. Et donc, il ne faut regarder que la part régulière dans les dividendes aristocrates, et donc, du coup, une augmentation qui se fait au fur et à mesure des années. Donc sans appel, un critère qui va être mis en vert avec des augmentations au fur et à mesure sur les dernières années, 6% d'augmentation en moyenne, et donc du vert pour ce critère concernant les dividendes. Le rendement de ce dividende est peu élevé, il est de 0,59%, donc un rendement qui existe quand même, mais qui se trouve dans la zone entre 0 et 1%, zone que nous mettons en orange. Et associé à ce dividende qui est peu élevé, eh bien vous voyez la distribution sur le résultat net, la ratio de distribution indiquée ici, avec un taux qui est tout le temps dans les 30%, entre 30 et 40%, et donc tout le temps bien inférieur à 60%, et donc un dernier critère que nous mettons en vert. Le bilan est plutôt positif pour la société Alma, qui est une société britannique, et donc l'action n'est pas éligible au PEA, même si c'est une action européenne, puisque c'est en Angleterre. Le bilan est positif puisque tout est en vert parmi les 5 critères essentiels, sauf le PER qui est trop élevé, à 45, qui est donc en rouge. Et côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement est certes assez faible, mais ce dividende est en augmentation constante année après année, 6% en moyenne actuellement, et sa distribution est parfaitement maîtrisée dans la zone des 30%. C'est un bilan que nous avons déjà vu dans la première vidéo concernant les stratégies dividendes aristocrates lorsque l'on prend les sociétés qui ont beaucoup performé dans les 5 dernières années, puisque ce sont encore des sociétés qui sont pour l'instant plus tournées vers la croissance que vers les dividendes pour les actionnaires, et donc qui croissent encore beaucoup. Nous continuons du côté de l'Europe pour la deuxième entreprise, cette fois-ci du côté de la Hollande, des Pays-Bas, avec la société DSM, ou de son nom complet, Koninklijke DSM. Vous me pardonnerez pour la prononciation, je ne sais pas parler ce nom-là au niveau des Pays-Bas. Nous n'avons pas vu cette société, allons donc faire l'analyse complète de suite. L'entreprise DSM, c'est donc une entreprise néerlandaise qui est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1902. Ses activités, vous voyez, l'industrie chimique et l'exploitation minière, et aujourd'hui, elle emploie, en 2017 en tout cas, les effectifs étaient déjà de 21 000 personnes. Au niveau de ses activités, elles sont regroupées dans 4 secteurs, la nutrition, les produits pharmaceutiques, les matières performantes et la chimie industrielle. Si nous regardons plus en détail ces activités, donc du côté de la nutrition, il y a plusieurs marques, DSN Nutritional Products et DSN Food Specialties. Donc la première, Nutritional Products, ça produit des nutriments essentiels tels que les vitamines synthétiques, des caroténoïdes, des lipides nutritionnels et d'autres ingrédients pour les industries de l'alimentation animale, alimentaire, pharmaceutique et soins personnels. Du côté de DSM Food Specialties, là nous fabriquons des enzymes alimentaires, des cultures, des extraits de levure, des saveurs salées, hydrocolloïdes, autres ingrédients de spécialité pour les segments laitiers, boulangers, boissons et salés cette fois-ci. 2 segments du côté de la nutrition. Du côté des matériaux, ici c'est DSM Engineering Plastic, vous voyez même plusieurs sociétés que vous retrouvez ici, et ce sont des plastiques spéciaux qui sont utilisés dans les composants des industries électriques, électroniques, automobiles, des emballages alimentaires, des flexibles, des biens de consommation,
Pour DSM, Dyneema, qui est ici c'est le fabricant, le distributeur de Dyneema. Pour Resin et Functional Materials, ça fabrique des solutions de résine pour les peintures, les encres, les stéréolithographes, les revêtements de fibres optiques et industriels. Donc vraiment rien à voir avec la nutrition, hein, vraiment deux grands secteurs bien différents. Et encore, nous avons un centre d'innovation avec, vous voyez, un rôle de soutien à l'innovation dans les entreprises et les activités de ce grand conglomérat DSM. Il y a les domaines, donc voilà, ce centre d'innovation, hein, c'est le responsable des domaines d'activité émergents de DSM, biomédical, hein, tout ce qui est biomatériaux, dispositifs médicaux régénératifs. Vous voyez ici DSM Bio-Based Products and Services, donc la technologie de conversion de la biomasse. Et ici vous voyez TSM Advanced Solar, donc là nous sommes sur les revêtements solaires, les films photovoltaïques pour les modules solaires. Tout cela pour vous dire que vous voyez toutes ces activités très bien diversifiées dans une entreprise qui emploie beaucoup de monde et depuis très longtemps. Et donc un premier critère qui est le business que nous mettons sans appel en vert. Du côté de la capitalisation boursière pour DSM, cette capitalisation boursière elle est de 34,19 milliards d'euros, c'est donc une très grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le résultat net pour le troisième critère, son évolution en jaune sur le graphique ci-dessus, eh ben c'est pas forcément très joyeux puisque en 2020 nous sommes à 506 millions, nous étions à plus d'1 milliard il y a 3 ans en 2018 et en 2016 vous voyez 621 millions. Donc globalement c'est en diminution mais pas tout le temps puisque vous voyez en 2017 ça augmente, ça réaugmente en 2021 mais on devrait être un petit peu inférieur à 2017 quand même, donc c'est un critère qui diminue plutôt mais pas complètement, donc qui va être en orange mais qui risque de s'améliorer et de tourner plutôt dans les années à venir au jaune. Le bilan en bourse, pourquoi l'action se retrouve à cette place du classement? Et bien c'est que sur 5 ans c'est 245,42% d'augmentation, donc là aussi en plus de x3 sur un investissement qui aurait été fait il y a 5 ans, et il y a 3 ans il ne va pas y avoir de problème, sur 3 ans c'est environ encore 181,33% de hausse, une très forte hausse, beaucoup plus de 5% par an, et donc un critère du cours de bourse que nous mettons en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 27,39. Il se situe donc dans la zone de 25 à 35, zone de PER élevée, mais pas très élevée, et donc zone que nous mettons en orange. Du côté des dividendes, l'historique de ce dividende. Vous voyez l'historique de ce dividende, donc un dividende qui est versé en continuité, qui augmente globalement. Il y a ici un dividende un peu particulier qui avait été versé. Et par contre, eh bien, la société, je vous la présente parce que pour l'instant elle est encore annoncée comme une dividende aristocrate, mais vous comprenez avec 2021 qui est un dividende un peu inférieur à celui de 2020 que normalement elle devrait se sortir de ces classements des sociétés aristocrates européennes. Néanmoins, ce dividende sur les 5 dernières années, il est plutôt en augmentation, même s'il y a une toute petite diminution à la fin, et donc c'est un critère que nous mettons en vert clair. Le rendement, il est de 1,22%, donc c'est un rendement moyen, un rendement assez intéressant qui se situe dans la zone entre 1 et 2%, et donc un rendement que nous mettons avec ce critère en jaune. Du côté de la distribution sur le résultat net, donc le ratio de distribution associé à ce dividende, eh bien vous voyez que tous les chiffres sont inférieurs à 60% ici, et donc c'est une distribution parfaitement maîtrisée. Même en 2020 on voyait que les résultats diminuaient au niveau du résultat net, et donc un dernier critère que nous mettons en vert. Le bilan apparaît mitigé pour la société DSM, je vous le rappelle, normalement elle devrait sortir de la liste des dividendes aristocrates, même si comme elle est encore présente, je me suis permis de la mettre ici, au cas où cette société peut intéresser pour investir. Cette société est éligible au PEA. Mitigé puisque 2 critères apparaissent en orange parmi les 5 critères essentiels. Il s'agit du résultat et du PER qui certes est moins élevé, donc on sort un peu du système et du plan que nous voyons souvent, mais en tout cas avec ce résultat qui est aussi assez moyen et qui devrait, même s'il s'améliore, rester assez moyen, nous restons dans un dossier assez mitigé pour le moment.
Côté dividende, par contre, pas trop d'inquiétude, le rendement est plus élevé que la société précédente. Ce dividende est plutôt en augmentation, même si là il a une petite diminution, et c'est ce qui devrait le faire sortir de cette dividende aristocrate. Et par contre, ce dividende est année après année parfaitement maîtrisé, et donc c'est très bon pour la santé financière de l'entreprise. Nous repassons du côté de l'Angleterre avec donc une autre société, mais qui là n'est pas éligible au PEA puisque nous sommes du côté de l'Angleterre, et il s'agit cette fois-ci de la société Croda, ou Croda International. Croda International, c'est une entreprise côté chimique qui a été créée il y a très longtemps, en 1925, et donc qui est basée en Angleterre. Du côté c'est un des principaux fabricants mondiaux de produits chimiques et de spécialités, et du côté de son chiffre d'affaires, voici la répartition en grand premier lieu, 93%, ce sont les produits de soins, de santé et de performance. Donc là vous voyez, on parle de lipides, on parle d'huile concentrée, d'acides gras, on parle de détergents par exemple. Tout ça c'est destiné à la fabrication de produits de soins à la personne, de produits cosmétiques, de produits d'entretien domestique, de produits protection des cultures, produits d'assainissement des eaux, et vous voyez à chaque fois il y a des etc, que ce soit sur les produits fournis ou sur les différents thèmes clients, et donc du coup ça montre qu'il y a beaucoup de diversité. Le deuxième grand pôle, ce sont les produits de spécialité industrielle, avec presque 7%, donc les produits oléochimiques, les additifs pour polymères, les amides d'acide gras, les lubrifiants, et tout cela est utilisé pour l'industrie de fabrication de matières plastiques de caoutchouc. Tout ça, vous le retrouvez sur leur site, si vous y allez, vous voyez tous leurs différents marchés, avec ici tout le consumer care pour commencer, tout ce qui est pour la personne, tout ce que vous voyez les parfums ici, tout ce qui est sciences de la vie ici, avec le médical notamment, donc avec tout ce qu'on retrouve du côté de la chimie, donc la protection des céréales ici, tout ce qui va être performance technologie et des produits chimiques industriels, donc vous voyez ici ce qu'ils appellent les smart materials, des technologies pour l'énergie, des produits chimiques au niveau des industries, et on retrouve un peu toute la même chose mais plus en détail si on le souhaite. La répartition géographique de ce chiffre d'affaires, cette fois-ci, c'est du côté de l'Europe, Moyen-Orient, Orient-Afrique pour 40%, l'Amérique du Nord représente un peu plus d'un quart, l'Asie-Pacifique un peu moins d'un quart cette fois-ci, et un peu plus de 9% en Amérique latine. Donc c'est à la fois bien diversifié au niveau des produits chimiques et des spécialités faites, et au niveau de la répartition géographique, avec un peu plus de 5000 personnes comme effectif actuellement, c'est du vert côté business sans aucun doute. La capitalisation boursière pour cette société Croda International est de 13,97 milliards de livres sterling. Donc pareil, si on passe en euros, ça augmente un petit peu. C'est toujours une grosse capitalisation boursière et un critère que nous mettons en vert. Le troisième critère concerne l'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique au cours des années. Bien, ça se voit un peu à l'œil nu, mais entre 2016 et 2020, il y a eu une augmentation puisqu'on passe au-dessus des 200 millions alors que nous étions à 196, pas une forte augmentation. Et au meilleur, au pic en 2018, la société a fait 238,5 millions de chiffres, de résultats nets plutôt, de bénéfices. Et donc c'est une diminution sur 3 ans. Une augmentation sur 5 ans et une diminution sur 3 ans, et tout ça fait assez stable visuellement. Un critère que nous mettons en jaune. L'augmentation du cours de bourse, nous sommes ici plus proches maintenant des 200% avec 205,75% d'affichés. Donc encore un x3 sur un investissement qui aurait été fait il y a 5 ans. Et il y a 3 ans, si nous mettons sur 3 ans, ça nous donne encore une augmentation d'environ 110,37%. Donc à chaque fois, ce sont des fortes augmentations, plus de 5% par an, sur 3 ans, sur 5 ans, un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est très élevé, il est affiché à 55,37. Donc largement au-delà des 35 et donc en rouge. Côté dividende, l'historique de ce dividende, vous le voyez, donc attention, il y a des dividendes exceptionnels en 2016-2019, mais sinon sur la courbe des dividendes normaux, classiques, et bien ordinaires, voilà comment on les appelle exactement, et bien pas de souci, c'est en augmentation année après année, et donc c'est ce qui en fait une dividende aristocrate.
Si nous regardons sur les 5 dernières années, eh bien c'est en augmentation, pas complètement puisqu'il y a des dividendes un peu particuliers qui sont donnés, et donc nous allons mettre ce critère en vert clair. Le rendement est peu élevé, il est proche de 1%, mais inférieur quand même à 1%, se retrouve donc dans la zone entre 0 et 1%, zone que nous mettons en orange. Et pour aller avec ce dividende, la distribution sur le résultat net, eh bien vous voyez qu'il y a toutes les années normales qui sont inférieures à 60%, plutôt dans la zone des 40 ou 50%, et par contre il y a les dividendes supplémentaires qui sont versés les 2 années où on voyait les pics, et là on dépasse les 100%, donc l'entreprise s'endette un peu pour verser ses dividendes exceptionnels par rapport au résultat net qu'elle fait ces années-là, et donc du coup nous avons un critère que nous allons pénaliser. Normalement ça aurait été du vert si c'était que du nominal, mais avec les grosses pénalisations ici, nous allons mettre ce dernier critère en jaune. Bilan relativement mitigé pour la société Croda International, puisque 2 critères parmi les 5 critères essentiels apparaissent. Un en rouge très élevé, le PER, et le résultat qui apparaît en jaune n'est pas forcément très florissant. Donc ça fait quand même 2 critères qui ne sont pas dans le vert parmi les critères essentiels. Côté dividende, c'est pas trop d'inquiétude, mais c'est pas non plus très glorieux, puisque le rendement est assez moyen, un peu inférieur à 1%. Ce dividende est plutôt en augmentation, même s'il y a des années avec des dividendes spécifiques qui sont donnés, pas que celui ordinaire, et c'est ce dividende spécifique qui rend le ratio de distribution en jaune assez moyen, puisque ces années-là, eh bien, l'entreprise n'hésite pas à s'endetter un peu plus que nécessaire, donc à voir à l'avenir si elle arrive à maintenir sa santé financière en faisant cela, et combien de fois elle va le faire, ça dépend. Sinon, globalement, sa base de dividendes reste en augmentation. C'est pour ça que c'est une dividende aristocrate du côté britannique. Nous passons pour la 4e entreprise du côté des États-Unis avec une autre entreprise que nous n'avons pas encore vue ensemble et dont nous allons faire l'analyse complète. Et il s'agit de la société NextEra Energy. NextEra Energy, c'est une entreprise américaine qui est donc présente dans l'énergie, comme son nom l'indique, avec notamment des filiales qui sont acquises au fur et à mesure. Elle est créée en 1925, donc c'est une très ancienne société. Vous voyez que les effectifs en 2015 étaient de 14 300 personnes. Probablement que nous avons un autre chiffre maintenant, donc 14 900 qui est indiqué ici. Donc ça ne change pas grand-chose. Au niveau de sa spécialisation, c'est donc la production, la transmission et la distribution d'électricité. Le chiffre d'affaires, il se répartit de la façon suivante. Toute cette production, transmission, distribution et vente d'électricité, c'est 63%, et tout ce qui est production, transmission, distribution d'énergie renouvelable, c'est 29,2%, et vous avez enfin une spécificité du côté du nord-ouest de la Floride, où elle est quand même présente pour 7% du chiffre d'affaires ici, avec la détention de production, etc. Au niveau des activités, on peut le voir aussi ici, il y a 27 États, dans 4 provinces canadiennes, qui sont couverts par NextEra Energy et ses activités et sa production électrique. L'entreprise est revendiquée être le premier producteur d'énergie éolienne aux États-Unis, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, en tout cas c'est indiqué ici, c'était une revendication. Elle dispose avec ses filiales de 4 centrales nucléaires que vous pouvez voir ici. L'ensemble de la production nucléaire, ça correspond à la consommation pour 2 millions de clients, c'est une grosse consommation. Et l'entreprise possède 61,6% d'un ensemble de pipelines dédiés au gaz naturel du côté de la Floride. En 2017, il y avait une nouvelle construction qui partait, vous voyez, pour rejoindre l'Alabama, pour rejoindre la Floride. Alabama, Floride en tout. Donc tout ça, ça fait beaucoup de diversité du côté de l'énergie pour une société qui est implantée depuis bien longtemps, et donc du vert côté business sans aucun problème. La capitalisation boursière pour cette société NextEra Energy, elle s'élève à 178,79 milliards de dollars, donc une énorme capitalisation boursière, et donc un deuxième critère en vert. L'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique, eh bien vous voyez que cette évolution, elle est moyenne, puisque entre 2016 et 2020, ça n'a presque pas bougé, ça a un tout petit peu augmenté, donc c'est une mini augmentation sur 5 ans, mais par contre c'est une diminution sur 3 ans, avec un pic atteint en 2018 sur ce graphique ici. Donc le bilan pour le moment, c'est en jaune,
concernant ce critère du résultat net. Par contre, le cours de bourse, lui, il est très haussier, il apparaît en vert. La hausse, eh bien, c'est comme pour la société précédente, nous sommes dans les 205%. Vous voyez, bon, ça évolue au fur et à mesure, bien sûr, mais c'est environ 205%, donc un investissement qui aurait triplé en 5 ans si vous aviez investi dans cette société. Sur 3 ans, nous avons encore à peu près 109,37% de hausse, donc encore une forte hausse. À chaque fois, c'est 5%, plus de 5% par an en moyenne. Et donc un quatrième critère que nous mettons en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il apparaît à 76,05 ici. Un PER très élevé, puisque c'est plus du double de 35, donc il est bien au-delà des 35 et donc bien dans la zone rouge. Du côté des dividendes, voici l'historique du dividende. Nous regardons les 5 dernières années, mais vous voyez une belle exponentielle de ce dividende. Donc ce dividende en augmentation de 13% en moyenne par an sur les 5 dernières années, un critère complètement vert. Ce dividende qui est en augmentation de 13% par an en moyenne, s'affiche un rendement de 1,7% actuellement, donc un rendement qui est relativement intéressant, puisqu'il se situe entre 1 et 2%, zone que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, vous la voyez ici. Eh bien, il y avait beaucoup d'années qui étaient bonnes et donc dans le vert, une année un peu au-dessus des 60% en vert clair et par contre une année à 94%, c'est une année en rouge. Nous allons donc pénaliser cela, même si nous n'allons pas le pénaliser de façon très forte puisque c'est pas un endettement, ici ça reste en deçà des 100% pour l'année 2020 qui était quand même une année particulière, et donc nous allons mettre du vert clair pour ce dernier critère. Le bilan pour la société Nextera Energy qui est américaine apparaît plutôt mitigé puisque 2 critères parmi les 5 critères essentiels apparaissent pas en vert, le PER qui est très élevé et le résultat qui est assez moyen avec même quasi pas de changement pendant 5 ans entre 2016 et 2020. Du côté du dividende, là par contre aucune inquiétude puisque le rendement est certes relativement intéressant, c'est moyen, mais ce dividende est en augmentation année après année sans discontinuer, c'est bien une dividende aristocrate, elle va le rester, il n'y a pas de souci là-dessus, et la distribution de ce dividende, le ratio de distribution, est bien maîtrisé très généralement, même si en 2020 il a dû un peu augmenter avec les baisses du résultat net observé. Nous restons du côté américain pour la 5e entreprise, et cette fois-ci c'est une entreprise que nous avons déjà vue, puisque c'est une entreprise que j'ai déjà proposée lors des idées intéressantes du mois de novembre. Je vous mets le lien vers la vidéo si vous voulez voir le détail de cette entreprise, car nous allons faire uniquement la mise à jour ici, et il s'agit, comme vous l'avez vu apparaître, de Target Corporation. Un seul critère est à mettre à jour, et il s'agit du PER, mais avant ça, voyons en détail. Côté business, pas de nouveauté, le business reste en vert pour Target Corporation, pas de souci là-dessus. Cela reste une grosse capitalisation du côté américain, de toute façon quand c'est une dividende aristocrate c'est une grosse capitalisation, ça fait partie des critères, et donc du vert également là-dessus. Côté résultat, toujours pas de changement non plus, c'est en hausse année après année du côté du résultat net, un critère en vert. Le cours de bourse s'affiche à plus de 208% sur 5 ans, et donc c'est un critère qui est également en vert, même si c'est plus tumultueux les derniers mois. Un mois de novembre qui était très haussier, c'est pour ça que je vous l'avais présenté notamment, un mois de décembre qui est un peu moins performant. Côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement reste moyen, entre 1 et 2%, ce dividende est en augmentation année après année, même très fortement la dernière année, et le ratio de distribution, même avec l'augmentation de la dernière année, est très bien maîtrisé, et donc dans la zone verte. Allons tout de suite mettre à jour le critère qui nous manque, le PER. Le PER pour Target Corporation s'affiche ici à 16,38. Il est donc passé sous les 17, alors qu'avant il était présenté dans la zone entre 17 et 25. Maintenant il est dans la zone entre 10 et 17, zone que nous affichons en vert clair, zone qui est très intéressant pour ce ratio de cet indice de cherté de l'action. Cela s'explique bien notamment parce que, puisque moi je vous l'avais présenté effectivement comme une idée en novembre, quelque chose qui est intervenu depuis effectivement le début de novembre. Vous voyez ici une baisse de 14% si on prend par rapport au plus haut
par rapport au 29 octobre exactement ici, ce que j'ai pris. Et donc c'est cette baisse qui a fait baisser le PER et l'a fait passer dans la zone inférieure et donc en vert clair, ce qui améliore globalement les choses puisque vous voyez que le cours de bourse à long terme, il n'y a toujours pas de souci pour cette action-là. Et c'est la même chose du côté du résultat net, pas de souci ici. Donc je vous le rappelle, une modification du PER, du jaune vers le vert clair. Le critère PER est donc amélioré du côté de Target, ce qui donne pour Target un bilan complètement vert ou vert clair parmi les critères essentiels et donc un bilan positif. Sans appel, c'était déjà positif avant et ça s'est encore amélioré avec la petite correction actuelle puisque au niveau du prix, eh bien peut-être que c'est un prix encore plus intéressant pour acquérir l'action et la conserver. Du côté du dividende, rien d'inquiétant, le dividende est certes moyen, mais en augmentation année après année, une belle dividende aristocrate et une distribution de ce dividende parfaitement maîtrisée, ce qui est parfait pour la santé financière de l'entreprise et pour qu'elle continue sa croissance. Nous repassons pour la 6e entreprise du côté de l'Europe, et cette fois-ci c'est du côté du Danemark que nous allons avec une entreprise éligible au PEA, et il s'agit de l'entreprise Novo Nordisk. Puisque nous ne l'avons pas vu ensemble, nous allons faire l'analyse complète de suite. Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise. Elle est spécialisée dans le traitement contre le diabète, mais aussi dans l'hémostase, l'hormone de croissance, les traitements hormonaux et l'obésité. Elle est très ancienne, créée en 1923, et elle employait en juin 2016, en tout cas, 42 300 personnes. Vous voyez qu'aussi en 2014, ici, c'était la 16e plus grande entreprise pharmaceutique du monde en termes de chiffre d'affaires. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si c'était encore le cas actuellement. Du côté de ces activités, donc la conception, fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques, la répartition est la suivante en termes de chiffre d'affaires. Tout d'abord, les produits de traitement du diabète et de l'obésité pour 85% de son chiffre d'affaires, donc une grosse partie. Les produits de traitement d'hémophilie ensuite pour 7,6%, vous voyez l'injection de protéines notamment. Les hormones de croissance représentent plus de 6%, destinées à tout ce qui est déficience de croissance chez les enfants, et tout ce qui est produits hormonaux de substitution pour 1,2%, donc là pour tout ce qui est ménopause et la prévention de l'ostéoporose. La répartition en niveau géographique, c'est 27% du côté de l'Europe, 45% du côté des États-Unis, 11% en Chine, et ensuite ça devient un peu plus petit dans le monde, mais c'est une bonne répartition mondiale. Il y a même des actualités du côté de Novo Nordisk, comme vous pouvez le voir ici par exemple, avec des investissements massifs du côté de Kalundborg. Pareil, hein, le nom, la prononciation de cette ville danoise, je ne la connais pas, donc désolé si je la prononce mal. Mais en tout cas, l'entreprise Novo Nordisk, elle annonce son intention d'investir plus de 17 milliards de couronnes danoises dans donc vous divisez par 10 à peu près pour l'euro, hein, une couronne danoise vaut 0,13 € actuellement. Et donc du coup, l'idée c'est de l'investissement dans 3 nouvelles installations de fabrication ainsi que l'expansion dans une installation existante sur son site de production de Kalundborg au Danemark. Donc une augmentation de sa capacité, hein, des projets d'investissement qui continuent, hein, vous voyez des projets qui vont jusqu'en 2027 avec 400 nouveaux emplois, donc une entreprise qui grossit encore. Une autre actualité, c'est encore ici, c'est, vous voyez, là, on est en France, hein, du côté de Chartres, le seul leader mondial du côté de l'insuline, hein, puisque c'est un grand leader du côté de l'insuline, elle se veut un chef de file du côté de la santé verte, puisque effectivement elle prend des mesures du côté de la biomasse, de la diminution de l'empreinte carbone, des installations de process contrôle de la production, sont autant de démarches du laboratoire Novo Nordisk du côté de Chartres, et tout ça pour une entreprise qui se veut exemplaire d'ici 2030. Donc tout ça rajoute encore au niveau du business tout un côté bien au niveau des investissements et bien du côté ESG avec tout ce qui est un côté vert avec toute la santé verte ici, et donc un premier critère que nous mettons en vert sans aucun problème. Le deuxième critère, la capitalisation boursière, 1,27 billion de couronnes danoises, hein, les couronnes danoises, donc comme je vous l'ai dit, une couronne danoise c'est 0,13
euros environ actuellement. Et donc même si là on divisait par 10 environ ce chiffre-là, hein, nous sommes dans des billions, donc là ça resterait une très grosse capitalisation boursière, et donc un deuxième critère qui reste en vert. Côté résultat net, en jaune ici sur ce graphique, eh bien c'est sans appel, vous allez voir ici apparaître les chiffres de croissance année après année du résultat net du bénéfice, et tout est en vert, même si c'est pas forcément énorme, mais c'est déjà une grosse société, et donc même s'il y a un petit bémol au niveau du chiffre d'affaires ici qui diminue un tout petit peu en 2017, nous regardons vraiment en jaune le résultat net, et donc un troisième critère complètement vert. L'augmentation de cours de bourse, c'est 185,87% en 5 ans. Donc là, nous sommes passés en dessous des 200%. Mais bon, ça reste du presque x3 en 5 ans sur l'investissement. Ça reste un très bon investissement et un cours de bourse très haussier. Sur 3 ans, la hausse est encore de 144,41%, une très forte hausse sur les 3 dernières années. Et donc un quatrième critère que nous mettons en vert. Du côté du rapport PE ici, donc le PER sur 12 mois, puisqu'il est calculé sur les bénéfices des glissants sur 12 mois, là vous voyez que ce PER il est affiché à 36,45, donc au-delà de la zone des 35, même si c'est assez peu, au-delà, c'est quand même un PER très élevé, un PER que nous mettons en rouge. Du côté du dividende, l'augmentation du dividende, eh bien vous la voyez ici, donc il faut un peu calculer puisqu'il y a plein d'années où c'est payé en 2 fois, ces années-là, mais j'ai déjà fait le calcul, et tout est haussier année après année, il n'y a pas de souci là-dessus, donc un critère de l'augmentation du dividende qui est en vert, surtout si nous regardons les 5 dernières années. Du côté de ce rendement du dividende, c'est 1,31% qui est indiqué ici. C'est un rendement qui est dans la zone moyenne, entre 1 et 2%, un rendement intéressant que nous mettons en jaune. Et du côté du ratio de distribution, la distribution sur le résultat net associé à ce rendement, elle est indiquée ici. Et bien vous voyez que, mis à part en 2016 où ça dépasse un tout petit peu les 60%, et bien tout le reste c'est bien maîtrisé aux alentours des 50%. Dirons-nous, un tout petit peu en dessous des 50%, et ça devrait être à peu près la même chose en 2021. Pour l'instant, nous n'allons pas faire la mise à jour 2021, nous allons mettre le mini bémol ici, donc nous allons mettre du vert clair, cela ça ne change pas grand chose, et cela devrait même disparaître lors de la prochaine mise à jour pour passer en vert. Donc un dernier critère en vert clair. Le bilan apparaît plutôt positif, et même assez positif pour la société Novo Nordisk, qui est danoise, et donc une action éligible au PEA, puisque seul parmi les 5 critères essentiels, le PER apparaît en rouge. C'est pour cela que le bilan est positif, ou plutôt positif. Côté dividende, rien d'inquiétant puisque ce rendement est dans la zone moyenne, un rendement assez intéressant. Le dividende est en augmentation année après année, et le ratio de distribution est plutôt très bien maîtrisé et devrait même repasser en vert dès l'année 2021 et donc dès la prochaine mise à jour, et donc c'est parfaitement maîtrisé. Donc mis à part le PER qui est en rouge, nous retrouvons presque un schéma assez classique et qui ressemble à Alma ici, ou un schéma que nous avons vu déjà dans la première vidéo concernant la stratégie dividende aristocrate. Pour la 7e entreprise, nous restons encore du côté de l'Europe, encore avec une action éligible au PEA. Par contre, nous changeons de pays, nous passons du Danemark aux Pays-Bas. Et il s'agit de l'entreprise Wolters Kluwer. Nous ne l'avons pas encore vu non plus ensemble, et donc nous allons faire l'analyse complète de suite. Wolters Kluwer est une société néerlandaise d'édition professionnelle. Elle emploie 19 000 personnes et son siège se trouve du côté des Pays-Bas. C'est une très ancienne entreprise puisque sa date de création est 1836. Si nous allons donc aller spécialiser dans l'édition de livres, d'ouvrages, de revues, de presse, de logiciels, de contenu numérique, et son chiffre d'affaires est réparti comme suit. La comptabilité et la fiscalité pour un peu moins d'un tiers. Donc après ce sont toutes les marques qui sont citées, je ne voulais pas vous les passer en revue. Du côté de la santé, nous avons un peu plus de 25%. Du côté de la gouvernance, de la gestion de risque et de la conformité, un peu moins de 25%, un peu moins d'un quart. Un peu moins de 20% pour tout ce qui est juridique et réglementaire. Et les contenus du groupe sont commercialisés sous la forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-ROM, donc c'est très diversifié même au niveau des contenants et du contenu. Côté géographique, c'est là aussi diversifié, donc 4,2% dans le pays d'origine, mais c'est un peu plus d'un quart en Europe,
plus de 61% du côté de l'Amérique du Nord, et vous voyez, il y a quand même 6% d'Asie et quelques autres ailleurs. En plus, il y a une actualité, donc par contre, Wolters Kluwe est prêt à se séparer des éditions Lamy, donc des éditions dont il est propriétaire depuis plus de 30 ans, et elle est en négociation exclusive avec l'entreprise scandinave Karnov en vue de vendre ses activités d'information juridique, donc c'est la partie juridique, en France et en Espagne pour 120 millions d'euros, donc il y aura peut-être une partie de vente. Dans tous les cas, même avec cette vente, cela reste des activités bien ancrées depuis bien longtemps, bien diversifiées, même au niveau contenu, au niveau contenant, et donc un critère du business en vert. La capitalisation boursière pour Wolters Kluwe. Elle apparaît ici à 26,62 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Le critère sur le résultat net, l'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique, eh bien vous voyez ici en vert en pourcentage d'augmentation, et bien année après année, si je clique sur toutes les années, et bien nous n'avons que du vert dans cette catégorie du résultat net, même si nous avons parfois un peu de rouge du côté du chiffre d'affaires. Et c'est donc un troisième critère que nous mettons en vert également. Du côté du cours de bourse, et bien là c'est un peu moins, c'est 195,47% d'augmentation sur 5 ans, donc un peu moins de 200%, là aussi c'est presque du x3 sur un investissement fait il y a 5 ans, donc pas de souci là-dessus, une forte augmentation, et sur 3 ans nous avons encore 98,40% de hausse, donc là aussi une forte augmentation, bien plus de 5% par an, un quatrième critère que nous mettons en vert également. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 37,99. Donc là, il est au-delà des 35, même s'il n'est pas très loin au-delà des 35, il est quand même bien au-delà des 35. Et donc un PER qui est très élevé, un indice de cherté élevé sur ce prix de l'action. Et donc un critère que nous mettons en rouge. Côté dividende, l'augmentation de ce dividende, l'historique de ce dividende. Donc ne vous perturbez pas avec 2015, c'est parce qu'il y a eu un dividende extraordinaire et pas uniquement le dividende ordinaire. Sinon, c'est un dividende qui est en augmentation année après année. Et vous voyez que depuis 2017, ça a bien augmenté avec 7% de croissance en moyenne. Et comme nous regardons ces années-là, c'est une augmentation constante année après année et un critère en vert. Le rendement, il est de 1,42% par rapport au prix de l'action actuelle, et donc c'est un rendement moyen, intéressant, qui se situe dans la zone jaune, qui va de 1 à 2%, et donc un critère que nous mettons en jaune. Du côté de la santé financière, le ratio de distribution, vous voyez sur le graphique, tout est en dessous des 50%, en tout cas sur les années indiquées ici, mais nous n'avons pas besoin d'aller voir plus, de toute façon, même si nous allons voir plus, c'est toujours la même chose, tout est en deçà des 50%, donc tout est en deçà des 60%, et donc un critère qui est en vert, c'est sans appel. Bilan également positif pour l'entreprise Wolters Kluwe qui est néerlandaise et éligible au PEA comme pour Novo Nordisk, et le bilan est presque le même que pour Novo Nordisk qui est elle danoise. Seul le ratio de distribution apparaît en vert alors qu'il était en vert clair du côté de Novo Nordisk, mais il devrait passer en vert et donc ça fait un peu la même chose. Seul le PER apparaît élevé parmi les critères essentiels, le rendement est moyen et par contre le dividende est en augmentation année après année et parfaitement maîtrisé, ce qui est parfait pour la continuité de la santé financière de l'entreprise et ses investissements. Nous retournons du côté des États-Unis pour la dernière entreprise, mais c'est une entreprise que nous avons vue ensemble il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai fait la vidéo sur les produits chimiques, les sociétés du secteur des produits chimiques et du côté du CTO, puisque je l'ai fait aussi du côté du PEA, et il s'agit de l'entreprise Linde, grand concurrent de Air Liquide. Ici c'est donc une mise à jour, mais comme vous le voyez, comme j'ai fait la vidéo il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines seulement, il n'y a aucune modification à faire dans la mise à jour de l'entreprise Linde. Le business est en vert, pas de grandes actualités qui sont arrivées depuis le temps. La capitalisation, c'est une grosse capitalisation américaine, ça reste une dividende aristocrate, donc pas de souci, c'est en vert. Le résultat est relativement moyen pour le moment, et donc mis en jaune pour le moment. Ça dépend des années, c'est en diminution pour les 3 dernières années, ça devrait repartir normalement. Le cours de bourse est lui très haussier, un peu moins de 200% sur 5 ans, donc un investissement qui encore une fois
Et comme un peu pour les sociétés précédentes qui fait du presque x3, et pour les premières sociétés que nous avons vues ensemble aujourd'hui c'était plus que x3, le PER est en rouge, mais c'est encore quelque chose que nous voyons beaucoup parmi ces sociétés qui sont encore beaucoup en croissance généralement. Et côté rendement, le rendement est moyen, le dividende en augmentation année après année, c'est pour ça que c'est une dividende aristocrate, mais par contre la distribution est assez moyenne, ça dépend beaucoup des années, même s'il n'y a pas de gros endettement et donc pas de grosse panique à avoir du côté de cette entreprise américaine. Je vous laisse ici avec ce bilan sur ces 8 entreprises, ce tableau complètement fait, 8 entreprises qui peuvent vous intéresser dans le cadre d'une stratégie dividende aristocrate, à mettre en plus des autres sociétés, à voir celles qui vous intéressent, celles qui sortiront du lot pour vous et comment vous voulez gérer cette stratégie, puisqu'il y a beaucoup de choses à définir. En tout cas, voici encore toute cette liste avec des entreprises qui sont aux alentours à chaque fois, plus ou moins, mais ça va quand même assez loin, plus ou moins x3 de l'investissement en 5 ans, donc fois 200% environ d'augmentation. Et la liste va encore se poursuivre, puisque vous allez voir, il y a encore des bons dossiers à venir du côté des États-Unis et du côté de l'Europe, où notamment il y a des entreprises éligibles au PEA. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes, mais normalement vous verrez d'autres vidéos d'ici là, et je vous dis à très bientôt.